Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce webinaire. Quel plaisir de vous retrouver, chers adhérents et non-adhérents. Je dois me rappeler dans mon propos liminaire qu'au-delà de sa mission première, qui reste l'influence et le plaidoyer pour porter la voix des acteurs associatifs, donc de vous, auprès des pouvoirs publics, l'URIOPS de Normandie, votre réseau a aussi pour responsabilité de vous accompagner dans les évolutions et les transformations de vos pratiques et de vos organisations. D'où ce webinaire sur l'IA aujourd'hui. Alors, pour rappel, l'IA arrivé en 2022, on va le dire, en particulier avec l'avènement de ChatGPT dans nos vies professionnelles et personnelles, nourri par bien des aspects notre curiosité, notre scepticisme, parfois même notre béatitude ou notre rejet. Et donc, avec notre partenaire, le cabinet Forvis Mazars, nous vous proposons à travers cette matinée un éclairage certain sur les liens entre l'IA et notre secteur, son utilité, ses limites, ses mythes et sa place dans vos organisations. Je tiens encore à remercier notre partenaire pour l'organisation et l'animation de ce temps. Madame Dupuis-Belair, je vous laisse la parole. Merci. Merci Simon. Alors, tout d'abord, on vous remercie chaleureusement d'être présent ce matin pour cette matinale URIOPS, donc consacrée à un sujet qui nous concerne déjà tous, parfois sans qu'on en ait vraiment pleinement conscience, c'est l'intelligence artificielle dans le secteur social et médico-social. Donc, quand on parle d'IA, on pense souvent à quelque chose de parfois futuriste, complexe, presque intimidant. Mais en réalité, elle est déjà là. C'est à côté, la petite. Ah, Là, ouais. Attends, est-ce qu'il y a le micro? j'entends quelqu'un en même temps. C'est bon. Donc, je disais, quand on parle d'IA, on pense souvent à quelque chose de futuriste, complexe, presque parfois intimidant. Là, normalement, tu as un truc en leçon. On vous entend en même temps. C'est bon. OK. Mais en réalité, l'IA, elle est déjà là dans vos équipes, dans vos pratiques, dans des gestes aussi devenus presque naturels, comme rédiger un compte-rendu plus vite, synthétiser une information, structurer un document, explorer une idée. Donc ces usages, ils sont souvent individuels, discrets, parfois même invisibles, et surtout, ils ne traduisent pas une dérive, mais au contraire, une adaptation des professionnels face à des besoins très concrets. Un manque de temps, une surcharge administrative, des tensions RH, des exigences croissantes. Donc la vraie question aujourd'hui, c'est plus faut-il y aller parce que la transformation, elle est déjà en marche. C'est plutôt comment on en fait quelque chose d'utile, de maîtrisé et de collectif. Et comment on passe à des usages isolés à une dynamique partagée, d'outils utilisés en opportunité à des choix éclairés, d'initiatives parfois individuelles à un projet aligné avec vos valeurs et vos projets d'établissement. Parce que derrière l'IA, il y a des enjeux très concrets, la sécurité des données et des personnes accompagnées, le sens du travail, la qualité de la relation humaine et l'attractivité des métiers. Et bien sûr, la maîtrise des ressources et du pilotage. Donc cette matinale, elle n'a pas vocation à vous parler de technologie pour la technologie, elle est là pour vous proposer une lecture claire, pragmatique et adaptée aussi à votre réalité du terrain. Donc au programme, on va vous donner des clés de compréhension pour démystifier l'IA, des apports concrets pour le secteur, un retour d'expérience aussi de la Fondation Bocquet via Monsieur Dominique de Cressac, qui a déjà commencé à structurer ses usages et surtout des échanges pour vous permettre de vous situer et de repartir avec des repères. Donc, je vous souhaite une très bonne matinale, riche d'échanges et d'inspiration. Donc, moi, je suis Cassandre Dupuis-Belair, consultante manager santé chez Forvis Mazars. Donc, je suis accompagnée de Victor Noblet, qui est senior manager, donc Simon Magnier qui a introduit la matinale. Et en cinquième partie de cette matinale, Dominique de Cressac, le directeur général adjoint de la Fondation Bocquet, vous fera un partage d'expérience donc sur une démarche IA qui est déjà en place dans ces structures.
Et donc, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat parce qu'on est assez nombreux. On essaiera d'y répondre au fil de la matinée. Alors, pour vous donner de la visibilité sur la matinée, donc là, c'est les grandes thématiques qu'on va dérouler ensemble. On va commencer par un premier temps sur les enjeux du secteur médico-social aujourd'hui et surtout comprendre pourquoi l'IA apparaît comme une réponse possible à ces enjeux. Ensuite, on prendra un moment pour clarifier ce qu'on met derrière le terme IA, parce que c'est un mot qu'on utilise beaucoup, mais qui recouvre en fait des réalités très différentes. Ensuite, on va progressivement aller vers du plus concret, comment identifier un bon cas d'usage, comment partir des besoins métiers et pas de la technologie. On verra ensuite comment structurer un projet IA dans une organisation médico-sociale avec les différentes étapes, les points de vigilance et les facteurs clés de réussite. Et enfin, on aura un temps donc important avec un retour d'expérience du terrain et bien sûr un temps d'échange aussi avec vous, puisque l'idée, c'est vraiment que vous partiez avec des clés d'action. Donc avant de commencer, on va juste vous demander de prendre quelques minutes pour répondre à un très court questionnaire de 3 questions. L'idée, c'est d'apprendre à mieux vous connaître, donc éventuellement vos premiers usages, vos attentes, votre niveau de familiarité aussi. Donc, vous avez un QR code qui est affiché sur la slide et puis le lien que Simon vous a mis dans le chat qui vous permet de répondre aux 3 petites questions avant qu'on démarre. Et moi, je vais commencer à regarder les premières réponses qui arrivent. Alors, on voit qu'il y a beaucoup d'entre vous qui ont déjà utilisé l'IA dans le cadre de son travail. Et en termes d'attente vis-à-vis de l'usage de l'IA dans votre quotidien, donc ce qui arrive en premier, c'est l'optimisation des ressources humaines, financières et autres. Et ensuite arrive en second le soutien à l'innovation sociale. Mais vraiment, en grande majorité, c'est l'optimisation des ressources qui arrive en premier. Ce n'est pas une grande surprise. Et sur l'usage de l'IA générative, eh bien, vous êtes aussi assez nombreux à déjà l'utiliser au sein de votre établissement. Donc, vous êtes 83% à avoir déjà utilisé l'IA dans le cadre professionnel. Je vous propose de continuer. Merci d'avoir pris le temps de répondre à ce petit questionnaire. Donc, on voit que je suis face à un public qui est quand même initié et qui est déjà dans une démarche d'usage de l'IA. Alors, on va maintenant entrer donc, dans la première partie de cette matinale qui porte sur les enjeux du secteur. Donc, si l'IA, elle arrive aujourd'hui dans le médico-social, ce n'est pas un effet de mode, c'est parce que le secteur il fait face à des défis très forts et très structurels.
Donc, on parle de tension sur les ressources humaines, de complexité aussi croissante des accompagnements, des exigences réglementaires aussi qui sont de plus en plus importantes, de la pression sur les financements. Et dans ce contexte, les organisations elles cherchent des leviers pour gagner du temps, fiabiliser les pratiques et aussi améliorer la qualité de l'accompagnement. Et donc l'IA, elle apparaît progressivement comme l'un de ces leviers. Donc ce sujet, il est désormais structuré au niveau national. En 2025, il y a une stratégie nationale intelligence artificielle et données de santé qui a été définie. Donc ce qui est intéressant dans cette stratégie, c'est qu'elle ne se limite pas à encourager l'innovation. Elle cherche surtout à encadrer l'usage de l'IA. On parle beaucoup d'IA de confiance. Donc concrètement, ça signifie plusieurs choses. Une IA qui respecte le cadre légal et réglementaire, une IA éthique, une IA robuste, donc fiable techniquement, et une IA sécurisée, notamment sur les données. Et ça, c'est très important pour le médico-social où les données, elles sont sensibles. On a aussi un exemple très concret avec l'usage de l'IA dans les évaluations pathos. Donc, dans ce cas-là, l'IA, elle permet d'automatiser une partie du recueil de données, de fiabiliser aussi les codages et surtout de faire gagner du temps médical. Donc, on voit bien que l'IA, elle ne remplace pas le professionnel, mais elle vient en appui pour améliorer la qualité et l'efficience. Donc, en complément de cette stratégie nationale, la CNSA a proposé une feuille de route spécifique au secteur de l'autonomie. Donc, cette feuille de route, elle fixe des objectifs très concrets. Par exemple, gagner du temps pour les professionnels, accélérer le traitement des demandes, harmoniser les pratiques entre territoires, simplifier les démarches et développer des approches plus proactives. Et ce qui est intéressant ici, c'est que l'IA, elle est clairement positionnée comme un outil au service du fonctionnement du secteur. Et pour y parvenir, on a 6 grands leviers qui sont identifiés. Le premier, c'est d'identifier les bons cas d'usage. Ensuite, expérimenter avant de déployer à grande échelle. Former et accompagner le changement, structurer les données, garantir la confiance et enfin pérenniser la démarche. Donc, on voit donc que l'enjeu, il n'est pas uniquement technologique, c'est un sujet qui touche à l'organisation, à la culture et aux pratiques professionnelles. Si on se place maintenant du point de vue des établissements, l'IA, elle ouvre un certain nombre d'opportunités très concrètes. D'abord, sur la qualité de vie des personnes accompagnées, avec une meilleure anticipation des risques, un accompagnement plus personnalisé, une meilleure continuité des parcours. Ensuite, sur le fonctionnement des organisations, avec une automatisation de tâches administratives, une optimisation des ressources, une meilleure gestion des flux et des plannings. Et enfin, sur l'innovation sociale, proposer de nouvelles formes d'accompagnement, adapter les dispositifs. Et un point important à retenir, l'IA, elle n'a de sens que si elle permet de redonner du temps aux professionnels pour se recentrer sur leur cœur de métier qui est la relation humaine. Là, je ne vous apprends rien en disant ça. On va maintenant s'arrêter sur des exemples concrets d'utilisation de l'IA au sein du secteur. Il y a un premier type d'usage, donc c'est sans doute le plus répandu aujourd'hui, c'est la création de contenu. Donc concrètement, l'IA générative, elle peut vous aider à rédiger un rapport d'activité, structurer un projet d'établissement, produire des notes de service, formaliser un compte-rendu de réunion. Elle peut aussi être mobilisée dans des contextes plus stratégiques, comme répondre à un appel à projet ou formaliser un dossier de financement. Ce qui est important ici, c'est pas de remplacer la production humaine, mais de gagner du temps sur les premières versions. Donc l'IA, en fait, elle permet de produire une base que le professionnel, il vient ensuite relire, corriger et adapter. Ensuite, on a un deuxième type d'usage qu'on oublie souvent, c'est la création graphique. L'IA, elle peut générer des supports visuels, des plaquettes, des illustrations adaptées.
Et surtout, elle peut être utilisée pour adapter les contenus au public accompagné. Par exemple, traduire un document en FALC, en facile à lire et à comprendre, simplifier une procédure ou alors rendre une information plus accessible. Et ça, dans le médico-social, c'est un levier très intéressant pour améliorer la compréhension et l'autonomie aussi des usagers. Ensuite, il y a un troisième usage, c'est le support aux usagers et aux familles. Donc, par exemple, les outils de type chatbot. Donc ici, on entre dans une logique de service. L'idée, c'est de pouvoir répondre automatiquement à certaines demandes qui sont fréquentes, récurrentes. Par exemple, comprendre l'offre d'un établissement, connaître les modalités d'admission, suivre une démarche aussi administrative. Donc ça peut aussi bien concerner les salariés avec des réponses à des questions RH simples. L'intérêt, il est double, améliorer l'accessibilité de l'information et aussi alléger la charge des équipes sur des demandes qui sont répétitives. Mais ces outils ne remplacent pas l'échange humain, ils interviennent en complément sur des besoins relativement simples. Et enfin, on a un usage qui est peut-être moins attendu, mais très intéressant, c'est la créativité. L'IA, elle peut être utilisée comme un outil de réflexion. Par exemple, imaginer de nouveaux dispositifs d'accompagnement, réfléchir à l'évolution de l'offre, générer des idées d'animation ou d'activité. Elle peut aussi aider à structurer une démarche collective, par exemple en réunion, proposer des pistes, reformuler des idées ou synthétiser des échanges. Elle devient alors un outil d'aide à la décision, mais aussi à la co-construction. Alors, on va maintenant changer de focale. Donc, jusqu'ici, on a parlé des enjeux et des opportunités pour le secteur, mais c'est essentiel aussi de bien comprendre ce qu'on met derrière le terme IA, parce qu'en réalité, il n'existe pas une IA, mais plusieurs types d'IA avec des logiques et des usages qui sont très différents. Et ça, c'est très important pour ne pas se tromper aussi après dans les projets. Donc, c'est quoi l'IA? On va commencer donc par une définition. Donc, si on essaie de définir ce que c'est réellement une IA, on se rend compte qu'il n'existe pas une seule définition. La définition, elle dépend en fait du contexte scientifique, juridique, opérationnel. Donc, ce qui est intéressant, c'est la définition qui est donnée par le règlement européen. Donc, cette définition, elle insiste sur 3 éléments essentiels. D'abord, le fait que l'IA fonctionne avec un certain niveau d'autonomie. Ensuite, qu'elle est capable de s'adapter après son déploiement. Et surtout, qu'elle transforme des données d'entrée en résultats. Donc, des prédictions, des recommandations ou des décisions. Et ces résultats, ils peuvent avoir un impact réel sur des environnements physiques ou numériques. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que l'IA, elle n'est pas intelligente au sens humain. En fait, elle traite de l'information et elle produit des résultats qui peuvent ensuite influencer des décisions. Alors, si on entre dans un peu plus en avant dans les définitions, on va distinguer les grandes familles d'IA, donc les grands types d'IA, parce qu'elles n'ont pas toutes la même finalité. Donc, on a ici les grandes familles avec d'abord l'IA de classification. Donc, concrètement, cette IA, elle sert à ranger des éléments dans des catégories, par exemple classer des dossiers, des situations, ou encore prioriser des demandes. Ensuite, on a l'IA de prédiction. Là, on va chercher à anticiper un événement, à estimer une probabilité. Donc, par exemple, ça peut être le risque de chute, de dénutrition d'une personne ou d'hospitalisation. On a aussi les IA de recommandation qui proposent des actions à mener, donc prioriser par exemple des interventions, orienter un usager, suggérer une décision. On a ensuite les IA de détection d'anomalies qui permettent de repérer ce qui sort de l'ordinaire. Donc ça peut être très utile par exemple pour détecter des situations à risque ou des incohérences dans les données. Et enfin, on a l'IA générative.
Donc, j'en ai déjà un petit peu parlé avec les exemples tout à l'heure, donc qui produit du contenu, du texte, des images, des synthèses. Donc, on va y revenir un petit peu plus en détail juste après. Donc, le point qui est réellement important ici, c'est surtout le 3e niveau de lecture, en fait, les points de vigilance. Donc, par exemple, une IA de prédiction, elle peut donner une probabilité, mais elle ne démontre pas forcément la cause. Une IA de détection, elle peut produire des faux positives. Une IA générative, elle peut aussi produire des informations fausses, mais plausibles. Donc, à aucun moment, l'IA, elle doit être utilisée sans un regard critique humain. Et tout ce que produit l'IA doit nécessairement être relu par l'humain ensuite, pour s'assurer que les informations sont correctes et adaptées aussi, bien sûr, au contexte. Donc, si on fait un focus sur l'IA générative, parce que c'est surtout elle qui est la plus visible aujourd'hui. Donc, ce type d'IA, il est capable de produire, donc, comme je le disais, du contenu nouveau, texte, images, synthèse. Donc, son fonctionnement, il est important à comprendre. Donc, quand on lui donne une consigne, donc c'est ce qu'on appelle un prompt, elle ne comprend pas au sens humain. L'IA calcule en fait la réponse la plus probable en fonction de ce qu'elle a appris. Donc, elle peut produire des résultats qui peuvent être très convaincants, mais qui peuvent aussi être très inexacts. Donc, dans un usage professionnel, il faut voir l'IA générative comme un outil qui vous permet de gagner du temps et un outil aussi d'aide à la réflexion. Mais c'est jamais une source de vérité. Alors ensuite, si on parle des différentes formes d'IA, donc derrière le terme IA, on trouve en réalité plusieurs technologies. La plus connue, c'est l'apprentissage automatique, donc le machine learning en anglais. C'est un champ d'étude de l'IA qui vise à donner aux machines la capacité d'apprendre à partir de données, donc via des modèles mathématiques. Donc, il s'agit du procédé par lequel des informations pertinentes sont tirées d'un ensemble de données d'entraînement. Donc, il existe plusieurs types d'apprentissage supervisé, avec des données qui sont étiquetées, non supervisées, où la machine, elle va chercher des modèles, et par renforcement, où la machine apprend par essai et erreur. Il y a aussi l'apprentissage profond, le deep learning. Donc, c'est un procédé d'apprentissage automatique qui utilise des réseaux de neurones. Donc, ces algorithmes, ils possèdent de très nombreux paramètres. Ils demandent un nombre très important de données de manière à être entraînés. Et ensuite, on a aussi des briques spécifiques avec la vision par ordinateur qui a pour but de permettre à une machine d'analyser, de traiter une ou plusieurs images ou vidéos qui sont prises par un système d'acquisition. On a le traitement aussi du langage qui convertit les données entre le non structuré et le structuré. On a aussi la reconnaissance vocale qui convertit donc la parole en texte. Mais encore une fois, là, ce qu'il faut retenir, c'est pas le détail technique, c'est que ces technologies, elles permettent de traiter des volumes de données qui sont importants, voire très importants, et d'en tirer des informations qui sont exploitables par la suite. Alors, avant d'aller plus loin, c'est important aussi de prendre un moment pour déconstruire certaines idées, certains mythes qui entourent l'intelligence artificielle, parce que les idées reçues, elles influencent aussi très directement la manière dont on se positionne. Soit on va surestimer l'IA, soit on va la rejeter complètement. Et donc, dans les deux cas, ça empêche de construire des projets pertinents. Donc, il y a un premier mythe, c'est que l'IA est objective. Donc, c'est un mythe très courant. L'IA, elle serait neutre, objective, sans biais. En réalité, c'est exactement l'inverse. Une IA, elle est construite à partir de données et de choix humains. Donc, quelles données on utilise, quelles variables on prend en compte, quels critères aussi on privilégie.
Donc, en fait, si les données, elles sont biaisées, l'IA, elle le sera aussi. Donc, par exemple, si les données historiques, elles reflètent des pratiques inégalitaires, l'IA, elle va reproduire ces pratiques. Donc, l'IA, elle n'invente pas des biais, elle les reproduit et parfois, elle amplifie des biais qui existent déjà. Ensuite, un deuxième mythe, plus on a de données, mieux c'est. Donc ça, c'est une deuxième idée reçue. Donc, il suffirait d'avoir beaucoup de données pour avoir de bons résultats. En réalité, la quantité, elle ne fait pas tout. Ce qui compte, c'est la qualité, la cohérence et la représentativité des données. Par exemple, si vos données, elles concernent uniquement certains types de publics, les résultats ne seront pas généralisables. Donc, on préfère souvent peu de données, bien structurées, à beaucoup de données qui sont inutilisables. Ensuite, un troisième mythe, l'IA va remplacer les équipes. Donc ça, c'est un mythe qui génère beaucoup d'inquiétudes. L'IA remplacerait les professionnels. Donc dans les faits, ce qu'on observe aujourd'hui, c'est autre chose. C'est que l'IA, elle transforme le travail, mais elle ne le remplace pas. Elle prend en charge des tâches qui sont répétitives, des tâches aussi parfois à faible valeur ajoutée. Donc elle permet aux professionnels de se recentrer sur son cœur de métier. Donc, dans le médico-social, ça veut dire plus de temps pour l'accompagnement, plus de qualité aussi dans la relation. Donc, on est dans une logique de complémentarité et pas de remplacement. Ensuite, un quatrième mythe, une IA qui parle bien et fiable. Donc ça, c'est un point qui est important, notamment avec l'IA générative. Donc, une IA, elle peut produire un texte très fluide, qui peut paraître très convaincant et pourtant qui sera faux. C'est ce qu'on appelle les hallucinations. Donc, on va y revenir plus tard dans les risques liés à l'IA. Donc, c'est en fait, le fait qu'une réponse, elle soit bien formulée, ça garantit absolument pas sa véracité. Donc ça, c'est un point de vigilance essentiel. Et ensuite, un dernier mythe, installer un outil, c'est suffisant. Donc c'est le mythe autour duquel il suffirait en fait d'installer un outil pour créer de la valeur. En réalité, la réussite, elle dépend de la manière dont le besoin il est cadré, l'accompagnement aussi des équipes qui vont ensuite s'emparer de l'IA et puis le suivi aussi du projet dans le temps. Parce qu'un outil qui n'est pas bien intégré, même performant, il ne sera jamais utilisé. Alors, ça fait le lien avec un sujet qui est très important, c'est les risques liés à l'usage de l'IA. Donc l'objectif ici, c'est pas de vous faire peur, mais c'est plutôt de vous mettre en lumière un usage maîtrisé de l'IA, parce que l'IA, c'est une opportunité à condition qu'elle soit utilisée avec discernement. Donc le premier risque, c'est le risque de sécurité, notamment sur la confidentialité des données. Donc ça, c'est un risque majeur dans le médico-social. Par exemple, la fuite de données sensibles. Donc, quand un professionnel utilise un outil d'IA et qui va, par exemple, copier-coller un extrait de dossier usagé, il peut exposer des données qui sont confidentielles. Dans certains cas, ces données, elles peuvent être réutilisées ou stockées. Donc, la règle, elle est claire. On ne partage jamais d'informations sensibles dans des outils qui ne sont pas sécurisés. Les systèmes d'IA, ils peuvent être utilisés pour extraire des informations, identifier des failles ou attaquer des systèmes. Donc, plus on développe les usages, plus il faut renforcer aussi les dispositifs de sécurité. Et donc, pour répondre à cette préoccupation, certaines IA génératives, elles proposent des services payants, mais qui ne conservent pas les informations fournies par l'utilisateur. Ensuite, on a un deuxième risque qui porte sur les biais et les stéréotypes. Donc, comme on l'a vu, les IA elles sont entraînées sur des données. Et ces données, elles peuvent contenir des biais liés à l'âge, au genre, à certaines populations. Donc, par exemple, des données médicales moins représentatives de certaines populations ou des corrélations qui sont erronées entre caractéristiques et comportements. Donc, le risque, c'est que l'IA il reproduit ces biais ou alors pire, qu'il les amplifie. Donc il faut rester vigilant sur l'origine et la qualité des données. On a aussi le risque d'auto-alimentation. Ça, c'est intéressant.
Une IA, elle peut produire du contenu qui va être ensuite réutilisé comme une donnée. Et donc, progressivement, on peut alimenter le système avec des informations biaisées ou incorrectes. Ça, c'est un phénomène encore émergent, mais qui est vraiment à surveiller. Ensuite, on a un autre risque qui porte sur les hallucinations. Donc, une IA, elle peut produire une information fausse, mais présentée comme vraie. Comme souvent, c'est très bien formulé, le risque, c'est qu'on ne détecte pas l'erreur. Donc, il faut toujours vérifier et ne jamais prendre ce que fournit l'IA comme pour acquis. Ensuite, on a le risque de manipulation. Donc, l'IA, elle permet aujourd'hui de générer des messages, des emails, des contenus très crédibles, ce qui facilite les pratiques comme le phishing. Donc, ce qui est nouveau, c'est la capacité aussi à personnaliser ces attaques à grande échelle. Donc, les organisations, elles doivent rester très vigilantes par rapport à ce risque-là. Là, ensuite, on a quelques exemples de risques. Le point clé à retenir ici, c'est le principal risque, en fait, il n'est pas technologique, il est vraiment lié aux usages que l'on en fait. Donc, par exemple, si on utilise des outils d'IA qui ne sont pas autorisés dans notre organisation ou qu'on copie-colle des informations sensibles ou qu'on contourne aussi des règles pour aller plus vite, ce qu'on appelle parfois la shadow IA. Donc, les conséquences, elles peuvent être importantes. Ça peut entraîner une violation du RGPD, une perte de confiance aussi des usagers. Ça engage les responsabilités individuelles, voire ça peut amener aussi à une crise institutionnelle. Donc la priorité, c'est pas d'interdire l'usage de l'IA, mais c'est de poser un cadre clair d'usage dès le départ. Alors, justement, ça fait la transition avec le cadre réglementaire. Donc, pour encadrer ces usages, il y a un règlement européen qui est entré en vigueur en 2024, c'est l'IA Act. Donc, ce règlement, il classe les systèmes d'IA selon leur niveau de risque. Donc, on distingue les IA interdites associées à un risque inacceptable. Donc, le RIA interdit un ensemble limité de pratiques contraires aux valeurs de l'Union européenne et aux droits fondamentaux. On a aussi les IA à haut risque. Donc là, le RIA, il définit les systèmes d'IA comme étant à haut risque lorsqu'ils peuvent porter atteinte à la sécurité des personnes ou à leurs droits fondamentaux aussi. Ensuite, on a les IA avec obligation de transparence. Là, le RIA, il soumet des systèmes d'IA à des obligations de transparence spécifiques, notamment en cas de risque manifeste de manipulation. Et on a aussi les IA à risque minimal. Donc, pour tous les autres systèmes d'IA, le RIA, il ne prévoit pas d'obligation spécifique. Il s'agit en fait de la très grande majorité des systèmes d'IA qui sont actuellement utilisés dans l'Union européenne. Ou susceptibles de l'être. Donc la majorité des outils actuels se situent plutôt dans des niveaux faibles à intermédiaires, mais certains usages dans le médico-social, ils peuvent entrer aussi dans des catégories plus sensibles. Donc ce cadre, il impose notamment des obligations de transparence, des mécanismes de contrôle et des mesures aussi de gestion des risques. Alors, on va maintenant entrer dans des exemples très concrets d'outils qui sont déjà disponibles sur le marché pour que vous puissiez vous projeter de manière un petit peu plus concrète. Donc là, on a un premier exemple d'outil qui s'appelle Nabla. Donc c'est un outil de reconnaissance vocale. Donc ce type d'outil, on l'appelle parfois assistant médical augmenté. Donc concrètement, le principe, il est relativement simple. Le professionnel va parler comme il le fait naturellement pendant une consultation. Et l'outil va ensuite automatiquement générer un compte-rendu
qui sera structuré et ensuite intégré dans le dossier usager. Donc là, l'intérêt, il est multiple. D'abord, on a un gain de temps considérable. Aujourd'hui, il y a une partie importante du temps médical ou paramédical qui est consacrée à la rédaction. Donc là, cette tâche, elle est en grande partie automatisée. Puis ensuite, ça permet une amélioration aussi de la traçabilité, parce que comme la saisie, elle est faite en temps réel, on évite les oublis, les approximations ou alors les retranscriptions aussi tardives. Et ensuite, un autre point qui est souvent moins visible mais très important, c'est la continuité de l'accompagnement. Donc le fait d'avoir des comptes rendus plus complets, plus homogènes, mieux structurés, ça facilite aussi le partage d'informations entre professionnels. Donc ça permet aussi, dans certaines situations, de réduire la dépendance à la présence d'un professionnel lors de certains rendez-vous, notamment pour accompagner des publics qui ont besoin de soutien. Donc ici, on voit bien, c'est un cas typique d'IA qui ne remplace pas, mais qui augmente les capacités des professionnels. Ensuite, on a un deuxième exemple d'outil. Donc, c'est les solutions d'analyse prédictive des risques. Donc, là, cet outil-là, il s'appelle Présage. Donc, on est sur un tout autre type d'IA qui va chercher à anticiper des événements. Donc, concrètement, ces outils s'appuient sur des données qui sont collectées au quotidien, l'observation des aidants, le comportement des usagers, les données médicales ou paramédicales. Et à partir de ces données, l'IA elle va analyser les évolutions et identifier des signaux faibles. Donc, par exemple, un risque de chute, une dénutrition, un trouble du sommeil, une dégradation de l'état de santé. Donc, ce qui est particulièrement intéressant, c'est que ces risques ils peuvent être détectés plusieurs jours, voire plusieurs semaines à l'avance. Donc là, on change complètement de logique. On passe d'une logique de réaction, c'est-à-dire on agit quand le problème survient, à une logique de prévention. Donc ça permet d'éviter des hospitalisations, de sécuriser les parcours et de maintenir aussi plus longtemps à domicile. Mais ça pose aussi une question importante, comment les professionnels ils vont s'approprier ces informations. Parce que là, on n'est pas sur une vérité absolue, on est sur des probabilités qui doivent ensuite être interprétées. Donc là encore, le rôle de l'humain et du professionnel, il reste central. Ensuite, on a un troisième exemple qui est assez marquant, c'est l'analyse émotionnelle. Donc là, c'est cet outil qui s'appelle Emobots. Donc c'est une IA qui est capable d'analyser des éléments très subtils comme les expressions du visage ou la voix. Donc concrètement, dans certains établissements, ces outils ils permettent de suivre l'évolution de l'état émotionnel des résidents. Donc par exemple, détecter des signes de dépression, identifier une dégradation de l'humeur ou repérer des changements inhabituels sur plusieurs jours. Donc toutes ces informations, elles sont ensuite rassemblées dans ce qu'on appelle une carte de l'humeur. Et lorsqu'un signal est détecté, une alerte, elle peut être envoyée à l'équipe. Donc l'intérêt ici, c'est d'objectiver des éléments qui sont aujourd'hui souvent perçus de manière intuitive par les professionnels. Donc ça ne remplace pas leur expertise, au contraire, ça vient l'enrichir. Donc ça, c'est un point important parce que ce type de solution, il peut générer des questions sur la surveillance, sur la place de la relation humaine. Donc, ce qui est essentiel de rappeler ici, c'est que ces outils sont là pour aider à détecter plus tôt, mais que l'interprétation et l'accompagnement, ils restent entièrement humains. Et ensuite, un dernier outil dont on voulait vous parler, que vous connaissez sûrement, donc, qui porte sur l'optimisation des plannings. Donc là, on a l'outil qui s'appelle Opia. C'est probablement l'un des cas d'usage les plus parlants pour les établissements parce que ça touche directement le quotidien des équipes. Donc aujourd'hui, construire un planning, ça peut être une tâche un peu complexe. Faut prendre en compte les contraintes réglementaires, les temps de repos, les compétences, les absences, les remplacements.
Donc souvent, ça représente une charge mentale importante pour les cadres ou les responsables. Et donc les solutions d'IA, elles permettent ici d'automatiser une grande partie de ce travail. Donc elles peuvent proposer des plannings optimisés en tenant compte de toutes ces contraintes et s'adapter aussi en cas d'imprévu. Donc là, les bénéfices, ils sont très concrets. Réduction du temps consacré à la planification. Ça permet aussi de sécuriser le respect des règles, une meilleure réactivité aussi en cas d'absence. Et surtout, un recentrage des cadres sur des missions à plus forte valeur ajoutée. Mais là aussi, il faut être vigilant parce que ces outils peuvent être perçus comme imposant des décisions. Donc l'appropriation par les équipes, elle est essentielle. Donc l'IA propose, mais c'est toujours au final l'humain qui va arbitrer. Alors, je vous propose maintenant de passer à un sujet essentiel, donc comment identifier un bon cas d'usage. Donc la première chose à retenir, c'est que tout projet d'IA commence par un besoin métier et jamais par un outil. Donc là, on quitte progressivement le quoi pour aller vers le comment. Donc ici, le message clé, c'est un bon cas d'usage IA, il ne se trouve pas dans une brochure ou chez un éditeur, il se trouve dans votre quotidien. Donc concrètement, ça veut dire qu'on va partir du terrain. Euh, on ne va pas commencer à se poser la question de quelle IA on pourrait utiliser. On va plutôt commencer à se demander où sont nos difficultés aujourd'hui, qu'est-ce qui nous fait perdre du temps, qu'est-ce qui génère des erreurs ou de la complexité. Et donc, pour répondre à ces questions, il faut aller observer les pratiques réelles, donc pas uniquement les procédures écrites, parce qu'il y a souvent un écart entre ce qui est prévu et ce qui est réellement fait. Ensuite, il faut analyser les processus, par exemple le parcours d'un usager, le traitement d'une demande, la production d'un document, et identifier les moments où ça coince. Il y a un autre levier aussi, c'est d'écouter les professionnels, donc les équipes de terrain qui savent très bien où sont les irritants, c'est-à-dire les saisies répétitives, les informations qui sont difficiles à retrouver, les doublons ou les outils qui sont peu ergonomiques. Donc c'est nécessaire aussi de créer des espaces pour que les professionnels puissent exprimer ces besoins et ces irritants. Donc on peut s'appuyer sur des démarches déjà existantes, comme les démarches qualité. Donc, par exemple, l'analyse des événements indésirables, les enquêtes de satisfaction. Donc, ces éléments, ils sont vraiment une mine d'or pour identifier des cas d'usage pertinents. Donc, s'il y avait un message clé à retenir ici, c'est que les meilleurs projets IA, ils naissent rarement d'une idée technologique, mais presque toujours en fait d'un problème très concret qu'on rencontre dans son quotidien. Donc, en fait, on peut regrouper les cas d'usage en trois grandes catégories, l'accompagnement et la qualité des parcours. Donc, on est ici sur le cœur de métier. Donc, par exemple, détecter plus tôt des situations de fragilité comme des risques de chute, d'isolement, aider à la rédaction des projets ou des comptes rendus. Ou encore mieux informer les usagers et leurs familles via, par exemple, des assistants numériques. Donc, dans ces cas-là, l'IA, elle agit directement sur la qualité de l'accompagnement. Ensuite, l'organisation et la performance quotidienne. Donc, ça, c'est une deuxième catégorie qui porte plutôt sur le fonctionnement interne. Par exemple, optimiser les tournées ou les transports, automatiser le suivi d'indicateurs qualité, analyser les événements désirables. Donc, on est plutôt sur des gains d'efficacité et d'optimisation. Et c'est souvent des cas d'usage qui sont assez rapides à mettre en œuvre et qui sont visibles. Ensuite, on a les fonctions support. Par exemple, on en a parlé, les plannings, le recrutement, la gestion budgétaire, la comptabilité. Ce sont des domaines où il y a beaucoup de tâches répétitives, donc beaucoup de potentiel aussi pour l'IA. Donc, ce qui est intéressant avec cette typologie, c'est qu'elle montre que l'IA, elle peut intervenir à tous les niveaux de l'organisation, mais tous les cas d'usage ne se valent pas. Certains sont intéressants, mais peu prioritaires.
D'autres, ils vont être à la fois utiles et faisables. Donc, c'est là qu'intervient le travail de priorisation. Alors, on va maintenant parler des différentes étapes d'un projet IA. Donc, parce que c'est important, un projet IA, c'est vraiment un processus complet. Il y a d'abord la stratégie et les objectifs. Donc, tout commence en fait par les besoins. On se pose des questions très simples. Quel problème je veux résoudre? Sur quel processus je veux agir? Quel gain j'attends? Et surtout, on intègre dès le départ les impacts humains. Ensuite, il y a l'ingénierie des données. C'est souvent l'étape qui est la plus lourde et qui peut être la plus complexe parce qu'il faut collecter les données, vérifier leur qualité, les structurer, parfois aussi les enrichir. Mais sans cette étape, le projet ne peut pas fonctionner. Ensuite, on a une troisième étape, le développement et les tests. Et donc là, on va chercher une solution, soit en développant, soit en choisissant un outil. Mais surtout, on va tester. Et ces tests, ils sont essentiels parce que c'est là qu'on va voir si la solution, elle fonctionne dans la réalité. Et ensuite, on a une quatrième étape qu'on appelle l'industrialisation, donc qui correspond concrètement au déploiement. Donc, on va intégrer l'IA dans l'organisation, on accompagne les équipes et on suit ensuite l'usage. Donc là, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on n'est pas sur un projet linéaire. On peut revenir en arrière, ajuster, améliorer. Donc c'est un processus qui est dynamique, mais qui demande de la rigueur et puis aussi de l'adaptabilité de la part des équipes. Alors, on va parler maintenant des raisons de l'échec de certains projets d'IA. Là, c'est pas c'est pas pour vous faire peur, mais c'est vraiment pour vous parler en toute transparence parce qu'il y a de nombreux projets de d'IA qui échouent et comprendre pourquoi, c'est déjà aussi éviter de reproduire ces erreurs. Il y a une première cause d'échec, partir de la technologie et pas du besoin. Donc partir d'un outil et ensuite essayer de lui trouver une utilité. Donc c'est ce qu'on appelle parfois solution en quête de problème. Donc le résultat, c'est un faible usage de l'outil et une faible valeur. Ensuite, deuxième raison d'échec, sous-estimer la dimension humaine. C'est-à-dire négliger les équipes. Si les professionnels ne comprennent pas l'outil ou s'ils ne lui font pas confiance, ils ne vont pas l'utiliser. Donc le projet il va échouer, même si techniquement il peut être très performant. Ensuite, une troisième cause très fréquente qui est liée à la qualité des données. Si les données elles sont incomplètes, non structurées, incohérentes, là l'IA il ne va pas pouvoir compenser ça. Il y a un autre point, c'est l'absence de pilotage et de suivi. Un projet IA, il ne doit pas être posé, puis oublié. Il est nécessaire de suivre les résultats, ajuster et accompagner. Et enfin, il y a un dernier piège, c'est les attentes irréalistes avec une surpromesse initiale. Donc l'IA peut être parfois présentée un peu comme une solution miracle, mais en réalité, elle améliore, elle optimise, elle assiste, mais elle ne va pas tout révolutionner du jour au lendemain. Avant de passer à cette quatrième partie, est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous souhaitez intervenir? S'il n'y a pas de questions, il y en aura peut-être tout à l'heure. Donc, je vais maintenant passer à la quatrième partie qui porte sur la construction d'un projet IA de manière structurée et sécurisée.
Donc, on va commencer par les particularités des projets IA. Pourquoi un projet IA? Il ne peut pas être piloté comme un projet informatique classique. Donc, la première différence majeure, c'est qu'un projet IA, il est expérimental et itératif. Donc, contrairement à un logiciel classique où on définit un besoin, on développe et on obtient un résultat attendu, avec l'IA, on va tester plusieurs approches, plusieurs modèles, parfois plusieurs jeux de données. Donc, on est dans une logique d'essai-erreur. Donc, ça, c'est important à comprendre. Euh, Parce que ça implique aussi d'accepter une part d'incertitude. Ensuite, un second point clé, on ne parle pas de résultats certains, mais de résultats probabilistes. Donc, par exemple, une IA, elle ne va pas dire ce résident va chuter. Elle va dire le risque de chute, il est élevé. Donc, ça change complètement aussi la manière d'utiliser les résultats. On n'est pas dans une décision automatique, on est dans une aide à la décision. Ensuite, un autre point, c'est le rôle central de la donnée. Donc, dans un projet informatique classique, l'essentiel du travail, il est dans le développement. Dans un projet IA, c'est souvent l'inverse. 70 à 80% du travail, il peut concerner la donnée, la collecte, le nettoyage, la structuration, la qualité. Donc, c'est souvent là aussi que se situent les difficultés. Ensuite, une autre particularité qui porte sur les biais, les enjeux éthiques. Donc, comme l'IA apprend à partir de données existantes, elle peut reproduire des inégalités ou des biais passés. Donc, on ne peut pas dissocier un projet IA et une réflexion éthique. Et ensuite, un dernier point important, c'est l'implication des métiers. Dans un projet informatique classique, les utilisateurs, ils interviennent parfois sur la phase de test. Dans un projet IA, ils sont impliqués tout au long du processus, à la fois pour valider la pertinence, interpréter les résultats et ajuster aussi les modèles. Donc l'IA, c'est avant tout en fait un projet exploratoire qui est basé sur la donnée et qui est fortement aussi dépendant des usages métiers. Alors, on va parler maintenant de l'IA au service du projet d'établissement. Parce que c'est nécessaire que l'IA dans le secteur médico-social et social, elle soit au service du projet d'établissement. Parce que le risque aujourd'hui, c'est de voir l'IA comme un sujet à part ou comme un gadget technologique. Or, ce qui fait la valeur d'un projet IA, c'est bien son alignement avec les priorités de la structure, de l'établissement. Donc concrètement, ça veut dire que chaque projet IA, il doit répondre à des objectifs qui sont clairs. Par exemple, améliorer la qualité de vie des personnes accompagnées ou sécuriser des parcours ou aider les professionnels dans la prise de décision, simplifier les processus. Donc, on ne fait pas de l'IA pour tester, mais pour vraiment répondre à un enjeu métier. Il y a un autre point important, c'est partir des besoins réels. Donc, ça suppose d'aller identifier les irritants, les tâches répétitives, les zones de perte de temps et de se poser une question simple, où est-ce que l'IA, elle peut créer de la valeur concrète? Ensuite, un autre point, c'est la co-construction. Donc, un projet IA, il ne peut pas être décidé uniquement par la direction ou par la DSI. Il doit être associé aux professionnels de terrain, aux managers, éventuellement aussi aux usagers et aux familles, parce que ce sont eux qui vont au final utiliser les outils. Et un quatrième point, la gouvernance. Donc, c'est nécessaire d'avoir un cadre, des instances et une vision partagée. Donc, par exemple, un comité de pilotage avec différentes parties prenantes. Et enfin, il y a le sujet aussi de l'accompagnement au changement, parce que même si la solution elle est pertinente, si elle n'est pas comprise ou acceptée, elle ne sera pas utilisée. Donc là, l'idée, c'est à retenir, c'est que l'IA, c'est pas un sujet technique, c'est un levier de transformation à la fois organisationnel et collectif. Alors,
Si on parle maintenant des prérequis, donc avant même de lancer un projet d'IA, il y a un point qui peut être sous-estimé, mais qui est vraiment fondamental. Donc, c'est tous les prérequis, notamment la gestion des données. Donc, on le disait tout à l'heure, une IA, elle ne fonctionne que parce qu'elle s'appuie sur des données. Donc, si ces données elles sont mal structurées, peu fiables, incomplètes ou dispersées, bah, le projet ne pourra pas produire de valeur. Donc, concrètement, ça implique de se poser des questions assez simples, mais qui sont essentielles. Où sont stockées nos données? Est-ce qu'elles sont homogènes entre les établissements? Est-ce qu'elles sont exploitables? Ensuite, il y a un autre prérequis, le cadre réglementaire et notamment le RGPD. Donc, dans le médico-social, on le disait tout à l'heure, on manipule des données qui peuvent être très sensibles. Donc, on ne peut pas se permettre d'expérimenter sans sécuriser cet aspect-là. Ensuite, il y a un autre point important qui porte sur l'éthique. Donc, il faut être clair sur les objectifs poursuivis avec l'IA. Pourquoi on l'utilise? Au service de qui et aussi avec quels impacts. Donc ça s'inscrit aussi dans une logique de sobriété numérique. On ne va pas multiplier les outils sans raison. Et donc, il y a aussi un dernier point important, la sécurité des systèmes d'information. Parce que développer des usages IA, c'est aussi potentiellement augmenter le risque d'exposition aux cyberattaques. Donc, c'est un prérequis qui est essentiel. Et si on ne le traite pas en amont, le projet il risque d'être fragilisé dès le départ. Donc, pour compléter ce qu'on a vu précédemment, on va maintenant aborder la méthode projet sous un angle encore plus structurant, donc celui de l'alignement stratégique. Donc là, le premier message à retenir, c'est que la stratégie IA, elle doit être au service de la stratégie globale de l'organisation. Donc autrement dit, on ne définit pas une stratégie IA indépendante, on l'intègre dans des projets qui existent déjà, le projet d'établissement, le projet associatif, la stratégie de transformation. Ensuite, un second point, la gouvernance. Donc mettre en place de l'IA, ça suppose d'organiser une gouvernance adaptée, c'est-à-dire définir qui décide, qui pilote, qui évalue. Et c'est cette gouvernance qui doit être multidisciplinaire, donc à la fois embarquer les directions, les métiers, les fonctions support, etc. Ensuite, un autre point, la conduite du changement. Donc, on ne peut pas introduire de nouveaux outils sans préparer les équipes. Donc, ça passe par de la formation, de la communication, de la pédagogie et surtout par une transparence aussi sur les objectifs et les limites de l'IA. Ensuite, un quatrième point qui est partir du besoin et non de l'outil. Ça, je l'ai répété plusieurs fois, mais c'est important. Donc, c'est ce qu'on appelle éviter l'IA washing, c'est-à-dire éviter de dire on va mettre de l'IA parce que c'est innovant. On part toujours d'un problème concret. Et enfin, dernier point, définir des objectifs qui sont mesurables. Parce qu'un projet IA, il doit être piloté, et pour être piloté, il faut des indicateurs. De gain de temps, de qualité, de satisfaction. Dans la majorité des cas, les projets IA, donc, ils n'échouent pas pour des raisons techniques, mais plutôt pour des raisons humaines. Donc, l'introduction de l'IA, elle vient modifier à la fois les pratiques professionnelles, les repères, parfois même le sens du travail. Donc, elle peut générer des craintes, des incompréhensions, voire aussi des résistances. Par exemple, la peur d'être remplacé, la peur de perdre en autonomie, ou le manque aussi de confiance dans les résultats. Donc, c'est indispensable d'accompagner le changement. Donc, concrètement, ça nécessite plusieurs choses. D'abord, de constituer une équipe projet pluridisciplinaire avec des profils techniques, des utilisateurs métiers, des responsables qualité, des représentants d'usagers. Et ensuite, prévoir du temps, parce que c'est souvent un point sous-estimé, du temps pour tester, ajuster, s'approprier un outil. Donc, par exemple, sur un outil de planification automatisé,
il peut falloir plusieurs semaines avant d'avoir un fonctionnement stabilisé. Ensuite, il y a le point de la formation. Donc, former les équipes, pas seulement à l'utilisation de l'outil, mais aussi à la compréhension de ce qu'est l'IA. Et aussi communiquer, expliquer pourquoi on le fait, ce que ça change, ce que ça ne va pas changer. Donc, le rôle des équipes de direction, il est aussi absolument clé ici parce que il faut rassurer et donner du sens pour que le projet IA il soit réussi. Il faut à la fois qu'il soit accepté et que les équipes se l'approprient. Alors, sur les opportunités, donc on va maintenant parler d'une étape qui est importante, qui est parfois négligée parce qu'on souhaite aller vite, mais c'est une étape quand même indispensable, c'est d'étudier les opportunités et de cadrer le projet. Donc concrètement, cadrer un projet IA, c'est pas dire on veut faire de l'IA, c'est se poser une question beaucoup plus simple, quel problème on veut résoudre? Par exemple, un temps administratif trop important, des difficultés de recrutement, un manque de traçabilité. Et à partir de là, on va formuler des objectifs concrets, par exemple, réduire de 20% le temps de rédaction ou améliorer la qualité des comptes rendus, sécuriser un processus. Donc, ce cadrage, il doit aussi intégrer les risques dès le départ. Par exemple, le manque de données, le rejet des équipes ou des difficultés techniques. Donc enfin, il faut formaliser tout ça dans un document de cadrage, donc pas pour faire du formalisme, mais vraiment pour clarifier la direction que doit prendre le projet. Et une fois le cadrage posé, donc il faut aller encore plus en profondeur dans l'analyse des besoins. Et donc là, on va changer de posture, on ne va pas rester au niveau des hypothèses, on va aller sur le terrain. Donc concrètement, aller voir les équipes, comprendre leur quotidien, analyser les pratiques. Et très souvent, il y a un écart entre les processus théoriques et puis les pratiques réelles. Donc c'est indispensable de croiser plusieurs points de vue. Point de vue de la direction, des équipes métiers, des fonctions support. Donc l'idée, c'est de comprendre où sont les irritants, les pertes de temps, les risques. Donc c'est une étape aussi essentielle pour créer de l'adhésion. Que si les équipes, elles ont contribué à définir le besoin dès le départ, elles seront beaucoup plus impliquées dans la suite du projet. Donc ici, on construit une base solide avec des besoins clairs qui sont compris par tous et puis partagés. Ensuite, une fois que le projet il est cadré, que les besoins ils sont clarifiés, il va se poser la question du financement. Donc ça, c'est une question importante parce que même si certains outils ils paraissent accessibles, un projet IA, il a toujours un coût. Et ce coût, il peut concerner l'étude initiale, le développement ou l'achat de solutions, l'intégration, la formation, la maintenance. Donc la bonne nouvelle, c'est qu'il existe plusieurs dispositifs de financement, par exemple la BPI, la Banque publique d'investissement, qui propose des programmes d'accompagnement pour aider les organisations à structurer leurs projets IA. Il existe aussi des appels à projets lancés par exemple par l'ANS, l'Agence du numérique en santé, ou encore par le ministère de la Santé, notamment dans le secteur de la santé et du médico-social. Donc là, l'idée du message ici, c'est de ne pas s'auto-censurer pour des raisons financières, mais plutôt d'identifier les opportunités et puis de structurer son projet aussi pour être éligible. Parce qu'un projet bien cadré, il est beaucoup plus facilement finançable par la suite. Alors ici, on arrive à un point central dont on a un peu déjà parlé, la donnée. Donc on ne peut pas faire d'IA sans données, mais surtout, on ne peut pas faire une IA utile sans données de qualité. Et donc ça suppose plusieurs choses. D'abord, de définir une politique de gestion de la donnée, à la fois au niveau de la collecte, du stockage, de la sécurisation, de l'utilisation. Et ensuite, s'assurer que les données, elles sont exploitables
de manière structurée, cohérente, représentative. Mais c'est pas tout, il faut aussi faire une étude de faisabilité, parce que même si un cas d'usage il est pertinent, il peut être difficile à mettre en œuvre pour des raisons qui peuvent être d'ordre technique, réglementaire, financière. Donc cette étape, elle permet de sécuriser le projet avant de se lancer et aussi d'éviter d'investir sur une idée qui pourra finalement pas aboutir. Ensuite, donc une fois qu'on sait ce qu'on veut faire et que c'est faisable, il faut choisir une solution. Et là encore, il y a plusieurs points de vigilance. Le premier, c'est l'interopérabilité. Dans vos établissements, vous avez déjà des outils, des DUI, des logiciels métiers, des SIRH. Donc la solution idéale doit pouvoir s'intégrer dans cet écosystème d'outils. Sinon, le risque, c'est que vous gagnez d'un côté, mais que vous allez perdre du temps, par exemple en double saisie. Ensuite, un autre point, c'est la sécurité et la conformité. C'est-à-dire où sont stockées les données, qui a accès, comment elles sont utilisées. Et ensuite, un autre point qui porte sur l'évolutivité. Donc, on ne va pas chercher une solution qui est figée, mais une solution vraiment qui est capable d'évoluer dans le temps. Et ensuite, il y a aussi quelque chose d'important, c'est la transparence. Donc, c'est important de comprendre, au moins dans les grandes lignes, comment fonctionne la solution. C'est une étape qui est stratégique parce qu'un mauvais choix technologique, il va potentiellement compromettre tout le projet par la suite. Et donc, pour continuer sur cette étape de choix de solution, donc, qui est une étape quand même assez critique, parce que si on fait un mauvais choix, on peut aussi par la suite créer beaucoup de frustration, voire bloquer complètement un projet. Donc, pour éviter ça, il faut sortir d'une logique de simple démonstration produit et adopter en fait une vraie grille d'analyse au travers de 4 grands axes de questionnement. Donc, il y a tout d'abord la transparence et la confiance. Et ce que je comprends, même dans les grandes lignes, ce que fait l'IA, parce qu'aujourd'hui, beaucoup de solutions sont présentées un peu comme des boîtes noires. Donc, elles donnent un résultat, mais on ne sait pas vraiment comment il est produit. Et ça, dans votre secteur, ce n'est pas acceptable. Donc, par exemple, si une IA elle vous propose de prioriser certains usagers ou d'alerter sur un risque, vous devez pouvoir expliquer pourquoi. Sinon, ça pose un problème de confiance des professionnels, un problème de responsabilité, parfois même un problème réglementaire. Il y a une autre question aussi, comment sont gérées les erreurs? Est-ce que les utilisateurs ils peuvent signaler un problème? Est-ce que l'éditeur corrige? Est-ce que le modèle il évolue dans le temps? Parce qu'une IA, elle n'est pas figée, donc il faut s'assurer qu'elle puisse être améliorée. Ensuite, un autre critère, les données, la performance. Donc une IA, on l'a assez dit, elle n'est jamais meilleure que les données sur lesquelles elle a été entraînée. Donc, il faut poser des questions très concrètes. Sur quel type de données le modèle a-t-il été entraîné? Est-ce que ces données, elles ressemblent aussi à mon contexte métier? Par exemple, une IA qui est construite sur des données hospitalières, elle ne sera pas forcément adaptée au secteur médico-social. Et il y a un autre point, la représentativité. Est-ce que la solution, elle prend en compte la diversité des publics, des âges, des situations? Sinon, on risque d'avoir des résultats qui sont biaisés ou peu pertinents. Il faut aussi s'intéresser à la performance réelle. Est-ce que l'éditeur il est capable de démontrer l'efficacité de sa solution dans des conditions qui sont proches du terrain? Parce qu'une solution d'IA qui est performante en laboratoire, elle ne l'est pas forcément aussi en conditions réelles. Ensuite, un autre critère à vérifier, la sécurité et la conformité. Donc, on est sur un sujet qui est particulièrement sensible. Il faut se poser des questions très précises sur l'endroit où sont stockées les données. Est-ce que c'est en France, en Europe, dans le cloud? Est-ce que les données, elles sont anonymisées ou pseudonymisées? Qui y a accès? Est-ce que c'est l'éditeur, des tiers? Est-ce que
mes données, elles vont être réutilisées? Et si oui, dans quelles conditions? Parce que si les données, elles sont mal protégées, il y aura ensuite une perte de confiance, à la fois des usagers, des professionnels, et puis il y a une responsabilité juridique aussi qui peut être engagée. Et donc là, cette dimension, elle ne peut pas être traitée après coup, elle doit être intégrée dès le choix de la solution. Et ensuite, un quatrième critère à vérifier, c'est l'intégration dans le système d'information. Donc c'est souvent là que se jouent les réussites ou les échecs, parce qu'une solution IA, elle peut être très performante, mais si elle ne s'intègre pas dans votre environnement, elle ne sera pas utilisée. Donc faut se poser des questions pratiques. Est-ce que la solution, elle se connecte à mes outils existants, mon DUI, mes logiciels métiers, support? Est-ce qu'elle évite les doubles saisies ou au contraire, est-ce qu'elle en ajoute? Qui va gérer les interfaces? Est-ce que c'est prévu dans le contrat? Par exemple, si un outil de planification, il automatise parfaitement un planning, mais qu'il faut ensuite recopier toutes les données dans un autre logiciel, vous allez perdre du temps. Donc ici, l'enjeu, c'est simple, l'IA, il doit s'insérer dans votre écosystème. Il ne doit surtout pas le complexifier. Et ensuite, une fois la solution choisie, on passe à une phase très concrète qui est le développement et les tests. Et donc là, le principe, il est essentiel. On ne doit jamais déployer directement à grande échelle. On commence par un pilote, c'est-à-dire on fait une expérimentation sur un périmètre limité. Donc ça peut être à l'échelle d'un établissement, d'un service ou vraiment sur un cas d'usage très précis. Donc ça permet de tester en conditions réelles, de voir comment ça fonctionne et surtout ce qui ne fonctionne pas bien. Donc c'est un moment clé aussi pour impliquer les équipes, recueillir leurs retours, ajuster la solution et ensuite on va pouvoir déployer progressivement. Et donc cette logique par étapes, elle permet de sécuriser le projet et puis d'éviter les rejets. Et enfin, une fois que la solution elle est déployée, le travail n'est pas terminé. Il faut mettre en place une logique d'évaluation continue. Donc concrètement, suivre des indicateurs, mesurer les gains, recueillir aussi les retours des utilisateurs, mais aussi identifier les limites, corriger les biais et puis améliorer aussi les performances. Donc cette phase, elle est essentielle pour inscrire le projet dans la durée. Elle permet aussi de capitaliser, de partager les retours d'expérience, d'étendre aussi éventuellement à d'autres cas d'usage. Donc un projet IA, ce n'est pas un projet ponctuel, c'est vraiment une démarche continue. Alors, si on fait un zoom sur le rôle des directions métiers dans la gouvernance IA. Alors, quand on parle d'intelligence artificielle, on pense souvent que c'est un sujet technique qui est réservé à des experts informatiques ou alors à des éditeurs, mais en réalité, dans vos organisations, les acteurs les plus importants dans un projet IA, c'est les métiers. Donc tout d'abord, identifier les besoins et les opportunités. Donc les directions métiers, elles sont les mieux placées pour identifier les besoins parce que ce sont elles qui connaissent le terrain. Donc, elle voit au quotidien les irritants, les situations à risque, les difficultés d'organisation. Par exemple, un temps administratif trop important, des informations qui sont difficiles à retrouver, des situations qui sont complexes, mal anticipées. Donc, l'IA, elle peut être utile que si elle répond en fait à ces réalités-là. Donc, dans la première contribution des métiers, c'est d'être à l'origine des cas d'usage. Ensuite, il y a aussi évaluer la pertinence réelle de l'IA. Donc, c'est pas parce qu'une solution existe techniquement qu'elle est utile. Seuls les métiers peuvent dire si ça répond réellement à un besoin, si ça va leur faciliter le travail, ou au contraire, si ça va ajouter de la complexification. Donc, c'est un point très concret. Il y a beaucoup d'outils technologiques qui échouent parce qu'ils sont pertinents sur le papier, mais qu'en pratique, ils sont pas utilisables. Donc le rôle des métiers, c'est de valider l'intérêt réel de l'IA.
Ensuite, il y a un troisième rôle, c'est d'analyser les impacts. Donc, un outil IA, il ne transforme pas uniquement une tâche, il transforme aussi les pratiques professionnelles, la charge mentale, la répartition du travail, la relation aux usagers. Donc, par exemple, qui fait quoi demain, quelles compétences deviennent nécessaires, quels sont les risques perçus par les équipes. Et donc ça, c'est des questions qui ne peuvent pas être traitées uniquement par des techniciens. Elles nécessitent une lecture métier, une compréhension fine du terrain. Ensuite, un quatrième rôle, c'est de participer aux tests et à l'expérimentation. Donc les métiers, ils doivent être impliqués très concrètement dans les phases de test, c'est-à-dire tester les outils en conditions réelles, vérifier la pertinence des résultats, identifier les erreurs. Et donc ça, c'est important parce que les résultats, ils sont jamais parfaits. On peut avoir, comme je le disais tout à l'heure, des faux positifs, des approximations, des résultats qui sont difficiles à interpréter. Donc on a vraiment besoin du regard métier pour dire ça, c'est pertinent ou ça, c'est pas utilisable. Ensuite, un autre rôle, c'est la contribution à la documentation et à la gouvernance. Les directions métiers, elles vont participer à définir la finalité du projet, identifier les risques, décrire les données utilisées, préciser aussi les modalités de supervision humaine. Donc ça peut paraître très formel, mais c'est essentiel pour être conforme aussi au cadre réglementaire. Et ensuite, il y a aussi un autre rôle qui est d'assurer la supervision dans la durée, puisque une IA, elle n'est pas figée, elle doit être suivie, ajustée, corrigée. Et donc, qui est le mieux placé pour détecter les dérives, les erreurs, les évolutions de pratique? Ce sont les métiers qui vont remonter les problèmes, les incompréhensions, les besoins d'évolution. Donc, ils sont vraiment au cœur de l'amélioration continue. Et en fait, un dernier rôle qui est indispensable, c'est le rôle de relais auprès des équipes. Donc, les directions métiers, ce sont celles qui vont expliquer les changements, accompagner les équipes, traduire aussi la stratégie en impact concret. Donc, c'est elles qui vont répondre à des questions comme qu'est-ce que ça change pour moi? Est-ce que je vais perdre du temps ou en gagner? Est-ce que je peux faire confiance à cet outil? Donc, sans ce relais, il n'y aura pas d'appropriation possible. Est-ce que vous avez des questions avant qu'on passe au retour d'expérience? N'hésitez pas. Eh ben, je laisse la parole à Monsieur de Cressac, qui va vous partager ce projet IA au sein de la Fondation Bocquier. Merci. Vous m'entendez bien? Oui, j'espère. Oui, très bien. Oui, ok, merci. Tout d'abord, bonjour à toutes et à tous. Merci de m'accueillir autour de ce webinaire. Beaucoup de choses ont été dites sur cette grosse première heure d'intervention et je crois que nous nous y retrouvons parfaitement dans le projet que nous avons développé au sein de la Fondation Bocquet. Alors déjà, une première approche d'environnement et de contexte. La Fondation Bocquet, alors je ne dépends pas de la Normandie, nous ne dépendons pas de la Normandie et de l'Euriops Normandie. Nous sommes en Nouvelle-Aquitaine et la Fondation est reconnue d'utilité publique à but non lucratif et nous gérons 11 établissements, 11 EHPAD, donc en Nouvelle-Aquitaine, à la fois en Gironde et en Pays Basque. Voilà. Sur ce projet IA, là encore, pour poser le décor, nous avons saisi l'opportunité du financement, ça a été précisé tout à l'heure, avec le sujet Oser l'IA qui a été soumis par la BPI. Nous avons saisi cette balle au bond et nous sommes fait accompagner de Forbis Mazars et d'une société spécialiste de l'IA, The Same Intention, sur Bordeaux.
En premier lieu, véritablement, notre objectif avec ce projet, les premières paroles qui en sont ressorties, c'était pour l'ensemble des participants. J'y reviendrai un peu plus tard sur justement quels sont ces participants autour de table. C'est améliorer la qualité des soins, comment améliorer cette qualité des soins, ainsi que les conditions de travail pour l'ensemble des professionnels. Donc, une double clé d'entrée, à la fois une vision résident sur nos maisons et une vision professionnelle, salariée, là encore, qui interviennent au quotidien sur nos structures. Premier constat aussi sur l'ensemble des structures et avec quelques questionnements, notamment auprès des directions d'établissement. Avait-il déjà une utilisation de l'IA et quelle utilisation de l'IA? Au final, très peu. Quelques-uns utilisent notamment ChatGPT, voilà, ou d'autres supports, Perplexity, Claude, ainsi de suite, mais pas dans des fonctionnalités très poussées, vraiment pour faire des résumés de texte ou des condensés de rapports. Une autre utilisation que l'on a développée très rapidement, mais là, on est encore une fois en dehors du projet que l'on souhaite développer. Tous les directeurs sont maintenant munis de dictée AI qui leur permet d'enregistrer avec le consentement de tout leur environnement en réunion, justement de la réunion, et en instantané avoir un compte-rendu de la manière dont ils le souhaitent, synthétique, très littéraire, très juridique. Donc, c'est uniquement l'outil que nous finançons auprès de l'ensemble des directions. La première démarche que nous avons opérée autour de ce projet, c'est déjà de brainstormer sur l'ensemble des idées, des outils, des applications qui existaient et qui pourraient être adaptées au monde des EHPAD. Très vite, 2-3 sujets. C'est quoi? C'est un boîtier qui scrute l'ambiance sonore, c'est un robot qui fait du service à table. J'ai rencontré un prestataire il y a 1 an et demi qui nous proposait ce type d'outil. Des soignants qui dictent leur transmission, qui ensuite retranscrite, et on l'a vu, ça existe désormais sur une information valorisable. Alors, nous, on déploie pas l'outil, tout à l'heure, j'ai oublié le nom, mais on se penche sur un autre outil de type Speakly. Et le premier constat, c'est qu'en faisant un retour 10 ans en arrière, finalement, toutes ces idées qui émergent aujourd'hui, elles ne semblaient pas crédibles, mais finalement, dans notre quotidien de 2026, l'IA s'impose, l'IA innerve, l'IA s'installe lentement, mais sûrement. Autour de ce projet, là encore, le but, c'était pas d'entrer dans la facilité avec un outil clé en main qui aurait eu finalement des difficultés à s'installer dans nos pratiques. Ce que l'on voulait et ce que l'on a défini déjà dans un premier tour de table, c'est avoir un passage de promesses. L'IA, finalement, peut tout faire, vers des actes concrets. Les actes concrets, là aussi, c'est quoi pour nous? C'est sécuriser, personnaliser, alléger la charge de travail de chacun des professionnels. Nous sommes alors questionnés sur les différents changements que pourrait opérer l'IA au sein de nos structures. En tour de table, donc on a questionné qui pourrait participer de manière bénévole. Et là, on a eu un afflux de personnes, à la fois direction, IDEC, psycho, agents administratifs, aides-soignantes, agents de service hôtelier, ouvriers d'entretien. On ne les a pas mis de côté non plus. Et également au siège social, le pôle RH et le pôle comptable. Donc là, on a commencé par constituer une instance RH qui n'était pas un copil. On n'était pas dans une première intention, dans un outil de décision et de pilotage. Cette instance, elle permettait dans un premier temps, là encore, de répondre à une seule question et de laisser libre cours à la vision IA de chacun et de ce qu'on voulait souhaiter porter au travers de l'ADN de la Fondation. Question simple,
quelle est la plus-value aujourd'hui de l'IA pour vous dans votre périmètre métier? Quelle serait cette plus-value? Là, tout de suite sont arrivés différents sujets, notamment sur un besoin de sécurité accru, notamment de la part des soignants, avec un sujet sur la détection des chutes, sur la prédiction ou la détection des malaises, prédiction également et détection des fugues. Donc tout ça dans un environnement de prédiction des risques. Deuxième point, l'amélioration du confort pour chacun des utilisateurs. Donc c'est vraiment avoir un outil adapté à son environnement, et notamment les résidents, l'environnement de la chambre, l'adaptation immédiate à la luminosité, l'adaptation de la température. Là encore, on a des établissements qui sont aujourd'hui des établissements récents, neufs. On pourrait avoir cette opportunité d'utilisation, j'allais dire, très simple sur le confort de chacun. L'IA, elle n'est pas, pour nous, elle ne met pas non plus de barrière dans le lien social. Elle doit permettre de lutter aussi contre l'isolement de chacun. Rentrer en EHPAD, c'est un acte fort pour l'ensemble des résidents. Je le répète, je l'ai dit tout à l'heure, il y a déjà des petites choses qui sont utilisées, des robots conversationnels. Est-ce qu'on va y aller? Est-ce qu'on ne va pas y aller? Là encore, gros point d'interrogation, des assistants virtuels ou le développement de plateformes d'activité, des tables numériques sur lesquelles les résidents peuvent se rejoindre et jouer, non plus physiquement, notamment avec des cartes ou d'autres jeux, mais avec un support entièrement dématérialisé. Le troisième point aussi qui a émergé dans cette espèce de brainstorming, l'optimisation des soins. Là, vraiment, on est sur la partie soignante des professionnels qui ont avancé une détection précoce des pathologies, un ajustement plus rapide que ce que nous connaissons aujourd'hui sur les traitements vis-à-vis des résidents, une analyse des constantes en temps réel qui serait renvoyée sur les tablettes. Chacune des soignantes aujourd'hui travaille chez nous avec une tablette, donc elle serait reliée en temps réel à ces constantes résidents et une transmission aux soignants. Et enfin, quatrième point qui a émergé, c'est véritablement, et là encore, je retrouve parfaitement ce qui a été décrit tout à l'heure, une gestion optimisée. Chacun a un agenda bien rempli, trop rempli parfois, donc une planification automatisée des effectifs. Là, on est vraiment sur le lien direction, établissement et siège social avec les RH et la paye, des indicateurs comptables qui pourraient remonter automatiquement depuis les établissements vers le siège social, là encore. Chaque établissement, nous tous, je pense ici, autour de l'écran, on a des outils aujourd'hui qui méritent peut-être une attention particulière sur la maintenance prédictive. Aujourd'hui, les ascensoristes, par exemple, font de la maintenance prédictive et prévoient que l'ascenseur pourrait tomber en panne et que une pièce pourrait être changée à horizon d'1, 2 semaines. Donc, ils ont déjà intégré un outil d'IA dans leur matériel, ou encore la gestion d'échanges de manière plus ou moins automatisée, avec un calcul d'échanges par résident. Et ça, on est aussi en discussion avec nos fournisseurs. Il n'y a pas seulement que ces belles idées qui ont été discutées en tour de table, il y a aussi eu immédiatement des freins qui nous ont été remontés. Bien évidemment, le premier frein, avec un investissement élevé sur la création de ce nouvel outil. On ne savait pas encore quelle forme il allait prendre, donc une charge importante. Alors, aujourd'hui, l'accompagnement de la BPI, mais ce n'est pas suffisant pour créer cet outil. La formation des professionnels, forcément,
là aussi, on se retrouve confronté à un phénomène de changement. Alors, pas nécessairement à des résistances face à ce changement, mais l'IA est peut-être une source de crainte pour certaines d'entre elles. Et donc, il faut passer ce cap, notamment au travers de la formation. Une acceptation sociale, ça rejoint également les craintes. L'acceptation sociale, c'est quoi pour nous? C'est justement cette peur, cette crainte d'une surveillance accrue d'un outil, d'une déshumanisation. Et tout ça, ça vient également en filigrane traiter du RGPD et de l'éthique. Au sein de la Fondation, on a également créé un comité de pilotage éthique et ce comité de pilotage viendra s'associer à ce projet IA que nous développons aujourd'hui. Un premier consensus s'est révélé autour de ce premier temps de partage. C'est vraiment ce que nous ne souhaitons pas. Donc, on a été déjà peut-être sur l'aspect un peu négatif, c'est que les usages de l'IA explosent avant qu'une doctrine ne soit posée. Donc, on souhaite avant tout cadrer le projet de manière très claire, précise, avancer pas à pas, avant de se faire déborder par tous les outils qui pourraient nous être proposés aujourd'hui. Et des chats GPT, il en existe, je crois, plus de 500 ou plus de 1000 aujourd'hui sur les réseaux. On a recensé également plusieurs solutions qui sont déjà existantes au sein de nos établissements, sans forcément savoir qu'il y avait de l'IA intégrée à l'intérieur, ou des propositions vers lesquelles on va peut-être tendre dans les mois qui viennent, notamment sur la détection des chutes avec le logiciel Ozo ou Abli, la prévention des escarres, le suivi ou des suivis émotionnels avec Emobot. Suite également aux évaluations HAS, on a eu un point d'attention sur l'ensemble des évaluations sur le circuit du médicament qui méritait d'être repensé, réfléchi avec nos équipes IDEC, IDE. Et là, deux outils qui peuvent vous accompagner sur le circuit du médicament, Senior Plus ou PDA. Bon nombre également, en termes d'outils, utilisent un outil de planification. Aujourd'hui, le nerf de la guerre, c'est d'avoir avec nous et auprès des résidents des professionnels. Mais pour se soulager de cette tâche, on utilise Hublot. Alors, bien évidemment, Hublot qui tend à être le mastodonte dans notre secteur. Et pour éviter d'avoir ce surpoids d'Hublot, j'ai questionné Hublot pour s'associer à eux et pour que l'on monte un comité de pilotage avec eux pour adapter demain leur plateforme de service aux usages que nous avons au sein de nos établissements. Alors, bien évidemment, non pas établissement uniquement fondation, mais que cet outil de planification puisse être essaimé, il est déjà, mais de manière plus pertinente pour chacun d'entre nous. Proposition également de robots sociaux, j'en ai dit quelques mots tout à l'heure, avec Nao, Kampai ou Paro. Voilà, 3 exemples qui nous ont approchés aujourd'hui. Actuellement, il y a une franche opposition de la part de bon nombre de professionnels sur l'utilisation de ce type de robots. D'autres outils avec la réalité virtuelle, les casques notamment de réalité virtuelle avec Lumine. On a fait des essais et des achats très concluants sur cette plateforme. Alors, je ne suis pas là pour faire la promotion de tel ou tel outil, mais aujourd'hui, ces outils d'IA nous ont paru très performants pour le bien-être des résidents. Et puis, des outils plus spécifiques, d'outils de santé, avec ChatGPT Health ou Claude for Life Science. Mais actuellement, là non plus, on ne s'y dirige pas trop. L'ensemble de ces constats, en tour de table, encore une fois, là, véritablement, on s'est arrêté avec tous les partenaires qui nous accompagnent aujourd'hui pour élaborer, là encore, une méthodologie.
sur cette première approche, on avait le sentiment, on met tout ça dans un panier, on secoue, et puis qu'est-ce qu'il va en sortir? Donc derrière, l'accompagnement, justement, il a été véritablement nécessaire pour maîtriser ce sujet de société qui nous semblait aujourd'hui, il ne faut pas qu'on passe à côté du train, il ne faut pas que le train s'en aille sans nous. Donc, le premier accompagnement dont nous ayons eu un bénéfice, c'est l'ouverture sur l'analyse de l'ensemble de notre système d'information. Nos données, nos data, alors j'allais dire, il entraîne partout. Chez nous, nous avons structuré au sein de l'ensemble des établissements une arborescence de nos données, une arborescence de nos data qui est identique. Donc, si demain on utilise un outil IA, elle sera, je l'espère, pas perdue, et elle saura où puiser l'ensemble de nos données. On a également analysé l'ensemble de nos processus informatiques avec notre DSI, voir quelle était la maturité de notre système, de nos réseaux, de notre système informatique. On a bien évidemment, en second plan, écouté, recensé les besoins exprimés par les équipes sur le terrain, mais aussi sur le siège social. On a surtout évité d'oublier le siège social, qui est un acteur majeur sur le pilotage de nos établissements. On s'est fait accompagner donc par des spécialistes, The Sun Intention sur la Gironde, et on a identifié de manière très concrète certaines opportunités. Donc déjà, j'allais dire peut-être très bêtement, mais 2 colonnes. Oui, sur tel et tel sujet d'IA, on ira, sur tel et tel outil, on ira. Non, de manière binaire, sur d'autres pistes, nous n'irons pas. On a, en avant-dernier point, évalué en équipe la maturité technologique, humaine et éthique, donc 3 points très importants. Sans cette évaluation, de toute façon, et s'il en manque un, on est vraiment sur, non pas une chaise à 4 pieds, mais sur une chaise à 3 pieds. Une chaise à 3 pieds, elle fonctionne. Et s'il en manque un, elle est bancale. Et en dernier point, donc, on est passé d'une instance IA à aujourd'hui un comité de pilotage IA qui a tracé une feuille de route pour le développement ou la vision demain d'un nouvel outil, alors qui servirait dans un premier temps bien évidemment à la fondation, mais le but c'est pas que ça reste uniquement au sein de notre organisation, mais que cet outil puisse être essaimé déjà sur le département, auprès d'autres collègues, et ensuite peut-être au niveau national. Une première évaluation sur ces différents temps, et notamment sur le temps de travail que nous avons effectué sur ces premières projections, évaluations, réunions. Je l'ai chiffré à environ 40 heures de travail uniquement pour aborder le premier point de la question IA. Où en sommes-nous aujourd'hui de l'utilisation de certains outils, produits, et que souhaitons-nous demain jusqu'à le comité IA qui trace cette feuille de route. Donc, sur ce volume horaire, aujourd'hui, on en est là, et il nous reste encore un chemin important d'étapes sur la phase du choix technologique, du développement, et ensuite de l'évaluation. Notre souhait, c'est d'abord de développer un outil et non un applicatif qui recense et qui retraite des données de manière transversale. Je l'ai dit tout à l'heure, maintenir le lien entre les résidents, les établissements et le siège social. Automatiser certaines tâches, consolider des données sans l'action humaine, des traitements qui paraissent aujourd'hui assez simples. L'IA vient piocher des données, toujours sous contrôle humain, mais sans l'action humaine pour nous renvoyer certaines analyses.
euh, au travers cette utilisation d'un outil, au travers de logiciels métiers. On a décrit, tout à l'heure, il a été décrit un sujet important, l'interopérabilité. Donc, actuellement, on pense cette question avec nos développeurs d'outils métiers, NetSoin, Octane, Cegid, Hval, pour la qualité. Comment est-ce qu'on pourrait aller piocher avec un seul outil un nombre de données incalculables qui transitent tous les jours? J'en ai cité 4, mais je pourrais en citer plus, sur les outils qui sont pour nous le plus utilisés au sein de nos établissements. Euh, L'utilité. L'utilité pour qui? Avant tout, en premier lieu pour notre conseil d'administration, mais pas seulement, pour le comité de direction du siège, pour les comités de direction en établissement, pour les CVS. Et donc, c'est pour ça que autour de la table aujourd'hui sur le comité IA, on a également des représentants des CVS de certains de nos établissements qui ont cette fibre IA et qui souhaitent s'impliquer dans ce beau projet. Le but, là encore, on ne vise pas au sein de la Fondation à renverser la table, à faire une révolution au travers de l'IA. Le premier point, je l'ai dit là encore tout à l'heure, c'est de traiter, d'avoir des gains sur des tâches notamment administratives, répétitives, que chaque professionnel connaît bien. Donc aujourd'hui, notre système, le système dans lequel nous sommes, et nous sommes arrêtés. Donc, il ne reste plus que mettre en face des 4 points que je vais évoquer maintenant l'outil IA concret qui va nous permettre de traiter ces informations. Donc, 4 sujets qui nous mettent en mouvement. La rédaction des projets personnalisés. L'IA peut générer un premier jet structuré à partir de l'ensemble des notes d'observation, des bilans existants. Les professionnels gardent la main sur le contenu et la validation, mais c'est là encore un gain de temps précieux sur la mise en forme et la structuration. En deuxième point, les transmissions ciblées. Là encore, il s'agit de synthétiser les événements importants d'une journée avec l'ensemble des résidents, hiérarchiser les informations par priorité sur les changements d'équipe, rédiger des transmissions lisibles pour l'équipe suivante. Donc là aussi, c'est autant de tâches que l'IA accélère le processus sans se substituer au jugement clinique. Donc, là encore, on commence à utiliser de la dictée vocale avec de la retranscription dans une version, j'allais dire entre guillemets, médico-sociale et qui peut nous servir. On est dans un temps chez nous sur les coupes pathos et cette remontée d'informations nous sert de manière très pertinente. D'autres points plus à l'attention des directions, ce sont les reportings. Chez nous, on a des reportings RH mensuels, des reportings finance, là encore, mensuels, avec différents interlocuteurs, et obtenir des indicateurs, là encore, par rapport à notre CEPOM. Donc, c'est consolider des données qui sont issues de plusieurs sources, RH, finance, qualité, patrimoine, produire des tableaux de suivi, et préparer les documents pour le dialogue de gestion, notamment avec l'ARS ou le conseil départemental. Donc, encore, c'est un gain de temps sur cette compilation. Ça limite l'erreur, mais ça n'exonère pas non plus du contrôle que l'on doit avoir a posteriori. Et enfin, le dernier point sur lequel on se penche pour, là encore, créer cet outil qui permettrait d'agglomérer les choses, c'est de la veille réglementaire. Sans des textes précis, là encore, qui évitent toutes les dérives, on n'ira pas. Donc, c'est suivre les évolutions du Code de l'action sociale, les recommandations de l'HAS, les circulaires de la DGCS, les appels à projets, donc en lien avec les sites de l'ARS ou d'autres sites. L'IA, bien évidemment, aujourd'hui, peut trier, peut résumer, peut alerter, et ça concerne tous nos établissements. Donc, dans chacun de ces cas-là, l'IA ne décide pas, bien sûr,
à la place des professionnels, elle prépare, elle structure, elle accélère. On est dans un écosystème d'outils et cet outil doit être au service de l'humain et non pas l'inverse, et dans une espèce d'interopérabilité, là encore. Le professionnel, pour nous, reste le décideur final, et ça garantit, là encore, la qualité de l'accompagnement et le respect du cadre éthique. Et donc, là encore, dans tous les arguments qui ont été déployés tout à l'heure, c'est vraiment pour nous poser la méthode qui fait qu'aujourd'hui, le projet ira certainement vers quelque chose qui sera finalisé. Donc, il n'y a pas d'abandon, loin de là, sur le projet IA, accompagné par Forbis Mazars. Et la méthode déployée, c'est vraiment cadrer le projet pour atteindre des objectifs, sécuriser bien évidemment son financement, analyser toutes les données et la faisabilité, définir une architecture cible et faire des choix technologiques précis, mobiliser et déployer ensuite progressivement l'outil. Il ne faut pas que ça arrive comme ça, sans accompagnement encore. Et enfin, on l'a dit et répété tout à l'heure, évaluer et capitaliser sur l'utilisation de cet outil au travers du comité de pilotage qui devra se réunir régulièrement pour faire des synthèses. Donc, pour nous, l'outil que nous souhaitons développer, en conclusion, c'est véritablement un outil d'aide au pilotage qui viendra recenser l'ensemble de ces données, un outil de production au-delà du pilotage, vraiment un outil de production qui libérera du temps à chacun des intervenants qui aujourd'hui utilisent une multitude de plateformes pour générer des missions à forte valeur ajoutée, une direction, notamment, forcément, se penchera, je l'espère, un peu moins sur la planification de son établissement et aura justement plus de valeur ajoutée sur d'autres points. Et puis, je pense que, comme pour tous, aujourd'hui, la crise, notamment des vocations ou l'attractivité, se poursuit dans notre secteur. Et donc, là encore, c'est peut-être un vœu pieux, mais cet outil devra permettre une meilleure attractivité sur nos établissements. Voilà actuellement où nous en sommes sur l'ensemble de nos réflexions au sein de la Fondation Bocquet. Merci à vous. Merci. Est-ce que ça vous amène des questions ou même un partage d'expérience? Parce que parmi vous, il y a aussi des démarches IA qui sont en cours. Me permettre encore une fois, je pense qu'aujourd'hui, on est approché par bon nombre de prestataires qui souhaitent nous vendre bien évidemment un produit clé en main. Que ce soit, je le répète, un robot, applicatif, peu importe, mais nous, vraiment, ce qui ressort au sein de la Fondation, c'est qu'on ne souhaite pas être enfermé dans ce type d'outils et avoir un éventail justement qui s'ouvre vers l'extérieur pour avoir le choix le plus large possible et développer, là encore, je le répète, non pas notre propre outil, mais un outil qui pourrait bénéficier au plus grand nombre. Donc, c'est chouette d'avoir de la dictée vocale, de la retranscription, du matériel un peu spécifique, bien évidemment. Et ça aussi, ça impose un financement lourd, mais l'idée de transversalité, je crois que c'est peut-être une réponse qui semblerait plus pertinente aujourd'hui sur l'ensemble de nos usages médico-sociaux.
Merci pour ce compliment. On laisse encore 1 ou 2 minutes pour des personnes qui souhaitent s'exprimer. Et s'il n'y a personne, je vous propose qu'on arrête cette matinée et qu'on puisse encore remercier l'intervention de notre partenaire Forvis Mazars. Encore un grand merci, Madame Beller. Et voilà. Vous souhaitez un petit moment aussi de vous partager. On va vous mettre le lien tout de suite dans la communication. Oui, n'hésitez pas à nous faire un retour via le petit questionnaire de satisfaction sur les sujets qu'on a abordés ce matin et surtout si vous voulez qu'on poursuive les échanges. Voilà, il y a des champs libres, vous pouvez nous mettre vos contacts ou poser des questions si elles vous viennent plus tard. N'hésitez pas. De toute façon, je pense qu'on en renverra le questionnaire à l'ensemble des participants. S'il n'y a pas de questions ou d'apports, je vous propose qu'on clôture. Un grand merci et bonne fin de matinée et bonne journée à vous. Au revoir. Merci à tous. Merci beaucoup, au revoir.